Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés pour nous accompagner, François Caudet. Bonjour François. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble aujourd'hui on parle On va parler de l'impact économique et sur la consommation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Et puis il y aura la question de l'internaute. Alors la question elle est en lien, c'est quelle est l'origine des Jeux Paralympiques ? Ce sera dans la deuxième partie. Dans notre rubrique innovation, Nerpic à Saint-Martin-d'Air, un centre de vie plus qu'un centre commercial, ou comment accompagner les nouvelles attentes des consommateurs. Les Alpes françaises championnes en matière d'énergie renouvelable grâce à l'hydroélectricité. Elle est née ici, a grandi ici. Aujourd'hui, la filière emploie des milliers de personnes pour imaginer, construire, exploiter, surveiller les barrages notamment. Une activité essentielle à notre souveraineté énergétique. Enfin, focus sur des professionnels que vous voyez régulièrement aux portes des concerts ou des matchs, à l'accueil des festivals ou des séminaires d'entreprise. À Grenoble, ABC Group est spécialisé dans la sécurité et l'accueil, un secteur en pleine croissance. Alors, durant cet été 2024, la France a vibré en suivant les compétitions olympiques de Paris. Si les retombées économiques d'un tel événement mondial se mesurent évidemment à l'échelle de plusieurs années, on peut déjà dire que ces JO, en plus de nous avoir fait vibrer, nous ont fait consommer. Une parenthèse enchantée dont on peut déjà faire un premier bilan, François. Oui, alors n'oublions pas quand même la vibration, qui était quand même le cœur de ces JO, mais bon, on va tomber sur des choses plus pragmatiques. Il y a des estimations qui sont faites par l'OCDE, qui a été confirmée d'ailleurs ce matin par la Banque de France, d'un surcroît de croissance économique de l'ordre de 0,25% sur le troisième trimestre, donc à l'occasion des Jeux Olympiques. Alors, 0,25, ça peut paraître pas beaucoup, mais quand on a une croissance qui est de l'ordre de 1, 1,1, on voit que c'est quand même un impact considérable sur le troisième trimestre. Ces retombées économiques, elles viennent de plusieurs origines. Le premier, c'est la vente de billets, évidemment. Les droits de diffusion, de télévision, de radio, les droits audiovisuels. Mais aussi, on a évidemment beaucoup parlé, le surcroît d'activité sur l'activité touristique et sur l'hôtellerie, sur les transports. Et puis c'est pas tout à fait neutre aussi en termes de consommation, les fameuses primes qui ont été versées aux différents agents des services publics. Donc c'est l'ensemble de ces dépenses qui ont été faites, de cet argent qui a été injecté dans l'économie, qui amène à penser qu'il y a un taux de croissance à court terme de 2,5%. Oui, le reste. De 0,25%. 0,25, c'est pas mal. Et le reste est évidemment à venir. Bon, qui sont les grands gagnants, du coup, de ces Jeux ? Alors, les Jeux, on estime un budget qui va être tout à fait bouclé dans les jours qui viennent de 9 milliards d'euros. Ce qui est estimé aussi par la Banque de France, notamment et le comité d'organisation, c'est qu'il y a eu 10 milliards d'euros de valeur ajoutée dans l'économie. Donc finalement, aux bornes de l'économie française, c'est plutôt une opération qui semble être positive. Ça a généré 116 000 emplois directs. Donc ça, alors évidemment des emplois qui ont eu une durée de vie aussi du projet olympique. Mais le gros sujet, c'était la construction des bâtiments et des équipements, le village olympique notamment, puis une piscine. C'est une structure qui s'appelle Solideo, qui était la société qui construit l'ensemble des équipements des sites olympiques, qui a travaillé essentiellement avec des PME locales. Donc 75% des entreprises qui ont travaillé étaient des PME locales, région parisienne, mais aussi partout en France. Et elles ont fait, à elles toutes, pratiquement un petit 40%, un gros tiers en tout cas, du chiffre d'affaires de Solideo, avec un peu plus de 2,2 milliards de dépenses qui ont été fléchées directement sur tout un tissu de petites entreprises françaises. Ça, c'est le premier sujet. Il y a eu des sujets indirects, comme dans tous les événements sportifs, JO, Coupe du Monde, etc.
hausse des ventes d'électroménagers et d'électroménagers de télévision, pour être très clair, plus 9%. Et puis quelque chose qui, pour moi, était naïvement peut-être inattendu, plus 21% sur les paris en ligne. C'est-à-dire quand il y a des épreuves sportives toute la journée, les gens parient plus. Donc 21%, c'est plus que l'impact d'un euro de football, par exemple. Donc ça, c'est des retombées assez directes. Puis après, il y a les activités plus touristiques. Et là, il y a eu un impact très fort, puisque pendant les Jeux Olympiques, par rapport à un été normal, il y a eu plus 58% de fréquentation culturelle et touristique en région parisienne pendant les JO, et 30% pendant les Jeux paralympiques. Donc c'est tout à fait considérable. Puis des choses peut-être plus curieuses, plus 14%, que ce soit JO ou JO paralympiques sur les boulangeries. C'est-à-dire qu'en fait, les touristes ont acheté des sandwichs pour aller au stade. Et puis sur les restaurants, plus 4 à 5%. Donc tout ça, c'est très positif. Et puis contrairement au bruit qu'il y a eu quelquefois, il n'y a pas de touristes, etc. Bon, le taux d'occupation des hôtels parisiens, il était à 84% pendant les JO, c'est-à-dire 10% de plus qu'un été normal, mais avec un prix moyen de la chambre en hausse de 66%. Donc si on fait le 10% plus le 66%, ça a quand même eu un impact très positif sur l'hôtellerie parisienne. Ouais, c'est une belle mise au point, effectivement, qui nécessite d'être faite. D'où viennent ces consommateurs, du coup ? Alors, beaucoup de ces consommateurs étaient français. 85% à peu près des spectateurs et des consommateurs à l'occasion des Jeux Olympiques étaient pas parisiens, étaient français. Par contre, il y a eu un mouvement de chassé-croisé, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de Parisiens qui ont quitté l'Île-de-France pendant les Jeux Olympiques. Il y a eu 65% à peu près de Parisiens en plus que d'habitude qui ont quitté l'Île-de-France à cette période-là. Par contre, il y a eu l'autre sens avec un peu plus de 30% de provinciaux en plus qui sont venus en Île-de-France. Alors de façon assez curieuse, et je ne sais pas l'expliquer, la région qui s'est le plus déplacée par rapport à d'habitude, c'est la Corse. Donc ça, c'est un petit mystère qui reste à éclairer. Et puis, beaucoup d'étrangers aussi qui sont venus, avec un taux de croissance de l'ordre de 10% des fréquentations des étrangers cet été sur Paris, avec des pays dominants, mais qui sont toujours les mêmes, historiquement sur Paris. Bien sûr, les Américains, et puis après nos voisins immédiats à pouvoir d'achat, on va dire, les Belges, les Britanniques, les Allemands, les Néerlandais. Ceux qui ont pu aller à Paris ont vu que, en plus, les Néerlandais, par exemple, on les reconnaît tout de suite parce qu'ils sont orange et puis on les a beaucoup vus. Quelques pays qui ont été où il y a eu vraiment un boom un peu inattendu. Par contre, la Turquie, plus 50%, pratiquement. La Colombie, aussi grosse fréquentation. Puis des pays qu'on attendait peut-être moins, comme le Kazakhstan, etc., mais qui avaient des grosses délégations dans certains sports très ciblés, donc qui étaient présents. À l'arrivée, ça finit, parce que c'est ça qui est important, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'hôtellerie, dans les restaurants et dans les bars parisiens, on le voit avec les opérations, notamment on le suit sur les opérations carte bleue, donc c'est un très bon indicateur. On a 40% dans les restaurants et 50% dans les bars de plus de consommation fait par des étrangers que d'habitude, donc un vrai impact sur le tourisme parisien. Bon, il y a plus long terme, quel impact ? Alors, le sujet, c'est le long terme. C'est d'ailleurs ce que même Tony Estanguet, le programme, appelait l'héritage. C'est qu'est-ce qu'il en reste. Et il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est Londres. Londres, il y a eu un impact sur le tourisme à Londres pendant les 4, 5, 6 années qui ont suivi. Bien plus anciennement, il y a eu Barcelone qui a complètement explosé au tourisme grâce à ça. Ce qu'on peut voir déjà en France, c'est que les réservations de vols de l'étranger sur la destination Paris par rapport aux années précédentes sont en hausse de 7 à 8%. Donc les images magnifiques qu'il y a eu de Paris dans le monde entier ont fait que c'était une super publicité aussi pour la destination touristique Paris. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect touristique. Après, il y a un autre aspect dans l'héritage qui est l'aspect sportif. Bien sûr. Donc les estimations sont de l'ordre de 20% de licenciés en plus dans les clubs de sport suite aux Jeux Olympiques. 20%. Oui, avec 2 sports qui ont explosé. Le judo. Non. Alors le judo... La natation. Exactement. La natation avec Léon Marchand et le tennis de table avec les frères Lebrun. La Fédération française de tennis de table, j'ai vu l'autre jour, disait que la plupart des clubs ne peuvent plus accueillir. Ils sont à saturation parce qu'il faut des entraîneurs, il faut des salles, etc. Donc c'est aussi un effet de bord extrêmement positif de sports qui sont mis en lumière. Il y a toujours quelques sports, l'escrime, le tir à l'arc, etc., qui sont des sports finalement qui plaisent assez, mais dont on parle que pendant les JO. Donc ils ont toujours un pic de licenciés. Donc l'idée qui était aussi de mettre les Français au sport
semble plutôt réussi. Bon, après, il faudra voir dans le temps. Et c'est important parce que c'est une filière économique importante, le sport. Alors, le sport, c'est une filière économique très importante. C'est 2,6% du PIB français. C'est d'ailleurs dans les budgets des collectivités territoriales aussi un poste très important. On entend souvent parler d'une ville qui doit construire ou quelquefois malheureusement renoncer à une piscine, une patinoire ou un gymnase. Donc c'est effectivement un impact très important. On estime que c'est aux alentours de 400 000 emplois directs ou indirects qui sont liés au sport, alors à la pratique sportive, aux équipements sportifs, aux vêtements, à toute la filière du sport. Donc c'est une des filières très significative et qui a tendance à se développer dans le temps. Donc c'est aussi très positif. Merci beaucoup, merci François. On se tourne nous bien sûr maintenant vers les Jeux d'hiver en 2030. Ce sera ici dans les Alpes françaises. Le cabinet Asterès estime que l'événement confortera près de 50 000 emplois et générerait 1,6 milliard d'euros de recettes. Les Alpes françaises en pointe en matière d'énergie renouvelable grâce à ces cours d'eau. C'est même le premier pôle hydroélectrique en Europe, une place stratégique quand on sait que l'hydroélectricité représente 20% du mix énergétique de notre pays. Bien loin donc devant l'éolien ou le solaire. La filière est forte de milliers d'emplois au sein d'un incroyable tissu industriel et de recherche. Alors à l'occasion des 9e rencontres Business Hydro, nous recevons Vincent Rivière. Bonjour. Bonjour, Christophe. Directeur d'EDF Hydro-Alpes, merci encore une fois d'être avec nous, d'avoir délaissé les rencontres pendant quelques minutes. Ce mix énergétique, je le disais, on le sait peut-être assez peu, l'hydroélectricité tient une part essentielle. Oui, l'hydroélectricité, c'est effectivement la première des énergies renouvelables. Je pense que peu de nos téléspectateurs le savent. Et c'est surtout une énergie renouvelable, donc décarbonée, pilotable et flexible. C'est là son atout principal. Et je pense que c'est très important, effectivement, que ce soit connu. Alors c'est important ce mix énergétique parce qu'on parle effectivement beaucoup de l'éolien, beaucoup du solaire. C'est 19% l'hydraulique. Alors on va dire 20% pour arrondir. L'éolien qui arrive juste derrière, c'est 7%. Donc on voit bien l'échelle de valeur. Alors vous travaillez à EDF. EDF, c'est véritablement l'acteur principal de cette filière. Quelques chiffres pour EDF, plus de 400, je crois, centrales hydrauliques en France. C'est 450 aménagements hydrauliques, plus de 600 barrages sur l'ensemble du territoire français. Et vous nous le disiez, cette énergie, elle est essentielle parce que d'abord, c'est une énergie décarbonée, c'est important, et qu'elle est pilotable. L'explication. Oui, elle est renouvelable et elle est pilotable. Ça veut dire que c'est aujourd'hui, l'hydroélectricité, le seul moyen de stocker de l'électricité. Alors, cette électricité, elle est stockée sous forme d'eau, derrière nos grands lacs, dans nos grands lacs, derrière nos grands barrages. Et nous disposons également d'outils très spécifiques qu'on appelle les stations de transfert d'énergie par pompage, qui sont des espèces d'aménagements à deux bassins qui permettent tantôt d'utiliser l'électricité quand elle est à bas coût pour remonter de l'eau dans un bassin supérieur, de manière à en disposer pour pouvoir la turbiner plus tard, à un moment où la consommation appelle un pic d'électricité. Donc c'est une eau qu'on utiliserait 2 fois finalement ? Donc c'est une eau qui relève de l'économie circulaire qu'on peut utiliser à plusieurs reprises. Et c'est cette dimension stockable, flexible, c'est-à-dire disponible à tout moment, le jour, la nuit, sur une pointe de consommation, sur un aléa, dès qu'il n'y a plus de vent ou plus de soleil, dès qu'il y a une centrale ailleurs qui tombe en panne. C'est ça qui fait la caractéristique majeure de l'hydroélectricité, c'est-à-dire sa dimension pilotable, flexible, en plus bien sûr de son caractère renouvelable. Et donc de pouvoir lancer de la production au moment des pics de pollution, c'est évidemment essentiel. Bon, juste une petite parenthèse, les barrages, ils servent effectivement à l'hydroélectricité, ils ne servent pas qu'à ça. Oui, effectivement, notre métier, c'est à la fois d'être performant dans la production d'un kilowattheure, on l'a dit renouvelable, compétitif, positionné au bon moment, mais c'est aussi d'être un acteur majeur des territoires. Nos aménagements de petite hydraulique, de grande hydraulique, partout dans la filière, ils sont parfaitement intégrés à nos territoires. Ils sont souvent le fruit de l'histoire de ces territoires. Et donc, on a derrière un deuxième métier très important qui est celui de contribuer à l'aménagement de ces territoires à partir notamment du multi-usage de l'eau. L'eau, elle sert à produire de l'électricité. Elle n'appartient pas aux hydroélectriciens, ni à EDF, ni aux autres. Elle appartient
à tous. Et donc, le multi-usage de l'eau, c'est un levier fondamental de notre métier d'hydroélectricien. Ce multi-usage, c'est notamment pour soutenir les besoins en eau potable, en irrigation. En eau potable, en eau agricole, en eau industrielle, l'usage touristique, et alors de plus en plus, et c'est important de le dire aussi, en usage environnemental, c'est-à-dire la part de l'eau qui est un levier de biodiversité va croissante dans nos modes de fonctionnement, et c'est au cœur de l'état d'esprit des hydroélectriciens que d'assurer ce partage équitable de l'eau. J'y ajoute également la gestion des grands cours d'eau et en période de crue ou au contraire d'absence d'eau, c'est essentiel. Absolument. Alors les grands barrages notamment sont des leviers majeurs pour tantôt écrêter les crues petites à moyennes et préserver les territoires des conséquences de ces crues. Et tantôt soutenir les débits, ce qu'on appelle les débits d'étiage, c'est-à-dire les débits très faibles des cours d'eau en période de sécheresse notamment. Alors vous êtes le directeur d'EDF Hydro ici dans les Alpes. Je le disais, les Alpes françaises constituent le premier pôle hydroélectrique en Europe. Quelques chiffres. Alors, dans les Alpes, ici, on a un peu plus de 100 ouvrages hydroélectriques du côté d'EDF Hydro, mais les Alpes, c'est aussi un bassin très important pour nos collègues de la petite hydroélectricité notamment. On était hier au salon Business Hydro avec le groupe Hydrocop, qui est le 4e hydroélectricien français, qui est très présent et implanté ici sur le bassin alpin. Donc qui exploite des microcentrales, c'est ça? Et qui exploite des petites centrales, pas seulement des microcentrales, mais des petites centrales. Et l'hydroélectricité a besoin autant des petites centrales que des grandes batteries géantes comme celle de Grand Maison ici dans l'Isère. 1800 MW, c'est de loin la plus grande centrale européenne. Et c'est ça l'hydroélectricité aussi dans toute sa diversité. Et pour revenir au bassin alpin, c'est un bassin qui est riche non seulement d'exploitants, comme je l'évoquais précédemment, mais également de tout un écosystème, partenaires industriels, concepteurs, bureaux d'études, etc., qui accompagnent le développement, la dynamique de l'hydroélectricité dans le bassin et dans notre pays. On va revenir sur effectivement cet écosystème qui gravite autour de l'hydroélectricité. Quelques mots encore sur EDF. En Isère et dans la Drôme, c'est 1200 salariés. Oui, nous sommes plus de 1200 orientés effectivement sur l'Isère essentiellement. On a effectivement quelques salariés dans la Drôme avec un gros pôle hydraulique ici sur la métropole grenobloise, mais également un pôle très présent sur la Savoie, notamment plus orienté dans l'ingénierie et la conception des ouvrages. Bon, en termes d'ouvrages, on en parle, c'est quoi? C'est une quarantaine de centrales, c'est ça? Sur l'Isère et Drôme. Absolument. Isère et Drôme, c'est une quarantaine de centrales. La production annuelle équivalente à la consommation de 2 millions d'habitants, donc c'est énorme. Vous évoquiez les grands barrages, alors évidemment, on va en citer quelques-uns parce que ça parle à tout le monde. Monténard, construit en 62, moi j'ai retenu le Chambon, construit en 35, Grand Maison, au-dessus de Vaujany en 88. Plus jeune, c'est un petit jeune, Grand Maison. Ouais. Oui, 88, c'est tout récent, effectivement. Et puis, c'est pas en Isère, mais quand même le deuxième plus gros de France, qui est Serponçon. Voilà, Serponçon, c'est juste de l'autre côté du col du Lotaret, effectivement, ou du col Bayard, ça dépend par où on passe. Voilà, on a également aux portes de l'Isère des grandes vallées très équipées avec des grands barrages, que ce soit la vallée de la Tarentaise ou la vallée de la Maurienne, par exemple. Alors ça, c'est pour les grands équipements, et puis il y a les équipements qu'on voit un peu moins. Alors ici, près de Grenoble, on a le barrage de Saint-Égrève. Le barrage de Saint-Égrève, qui est dans la métropole grenobloise, comme 2 ou 3 autres encore plus discrets. Je pense au barrage du Rondeau, par exemple, ou au barrage de Saut-du-Moine, juste après la confluence entre le Drac et l'Isère. Le barrage de Saint-Égrève, c'est la porte vers la Basse-Isère, où on a de nouveaux aménagements entre Grenoble et Romans-sur-Isère, qui produisent là aussi une énergie décarbonée, plus au fil de l'eau. Là, on est plus sur un régime, effectivement, d'équipement de type fluvial. Bon, et puis on se souvient ici du chantier tout récent, tout neuf de Gavet, sur la Romanche. On en voit quelques images. Un chantier impressionnant qui a duré 10 ans? Oui, une dizaine d'années. C'est un chantier qui est emblématique pour 3 raisons, si vous permettez. La première, c'est une des caractéristiques également de l'hydroélectricité, c'est sa durabilité. Un aménagement hydroélectrique, aujourd'hui, on considère qu'il peut vivre au moins une centaine d'années. C'était le cas des aménagements d'ailleurs qui prévalaient sur la vallée de la Romanche. Ils avaient passé le centenaire. C'est donc une échelle de temps, un investissement qui est extrêmement durable pour les territoires, pour la société, peut-être à l'inverse de certains autres modes de production. La deuxième raison pour laquelle ce chantier a été emblématique, c'est que ça a été l'occasion de remplacer 5 centrales, 6 barrages assez anciens, par une seule usine, un seul barrage. L'usine étant d'ailleurs cachée dans le rocher, dans la falaise, en rive droite
de la Romanche. Et en même temps, on a gagné 40% de rendement, c'est-à-dire 40% de production supplémentaire dans l'opération. La centrale unique versus les 5 qui précédaient. Et puis, troisième raison pour laquelle ce chantier est emblématique, c'est que c'est un chantier qui a été symbolique sur le plan environnemental, avec une renaturation de l'ensemble de la vallée de la Romanche, depuis Livet jusqu'aux portes de l'agglomération grenobloise, voilà, avec une rivière qui a retrouvé son espace naturel et sa propension à divaguer dans le lit historique. Et puis accessoirement, un chantier emblématique parce qu'il a coûté 400 millions d'euros. Donc on voit bien l'investissement qui a profité d'ailleurs aux entreprises locales. 400 millions d'euros et des retombées très significatives, pour plus de 10% sur le seul département de l'Isère. Bon, il faut dire que là, dans la Romanche, on est quand même sur un des berceaux d'hydroélectricité en Isère. L'hydroélectricité étant née dans le Grésivaudan, au pied des montagnes de Beldonne, grâce à Aristide Bergès, une chute d'eau au pied de Beldonne qui sert à alimenter une râperie, je crois, pour l'industrie papetière. Oui, absolument. C'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que bien souvent l'hydroélectricité, elle est intégrée dans le territoire parce qu'elle a été générée par l'activité du territoire. C'était vrai aussi sur la vallée de la Romanche. Parfois, c'est la houille blanche qui a fait venir l'industrie. Parfois, c'est l'industrie qui a généré l'éclosion de la houille blanche. Et c'est toute l'histoire d'Aristide Bergès. Et on va fêter d'ailleurs l'année prochaine le centenaire de l'exposition internationale du tourisme et de la houille blanche ici sur Grenoble. Bon, et puis on évoquait Loisan, on ne peut pas ne pas parler de la centrale des Vernes, qui est une des rares centrales, la seule centrale en France à être classée monument historique tellement elle est belle. Absolument, celle-ci a été préservée, un magnifique escalier notamment monumental à la centrale des Vernes que je vous invite à aller visiter. Bon, voilà pour un peu d'histoire. Et puis du coup, cette filière dont on parlait, une filière qui est très très riche, une industrie hydroélectrique qui compte des milliers d'emplois et de très très nombreux métiers différents. Oui, je pense que la filière hydroélectricité, ça a déjà été calculé à plusieurs reprises. C'est plus de 30 000 emplois directs, indirects, induits en France, avec effectivement des métiers qui vont de la conception jusqu'à l'exploitation de maintenance, en passant par des bureaux d'études, d'ingénierie, de conseil, etc. Et parfois avec des métiers vraiment à la pointe de la modernité et de ce qui fait aujourd'hui notre société. Je pense notamment aux réparateurs. On dispose, notamment à EDF Hydro dans les Alpes, d'ateliers de réparation, c'est-à-dire des gens qui vont reprendre les fameuses turbines qu'on voit, qui représentent souvent l'hydroélectricité, ces grosses roues de moulin là, et sur lesquelles on a investi cette compétence de réparation, c'est-à-dire des gens qui vont, à partir des compétences essentiellement de soudure et d'usinage, remettre en état, recharger ces roues pour qu'elles puissent resservir. On parlait tout à l'heure d'économie circulaire avec les turbinages à plusieurs reprises de l'eau. C'est un autre exemple de ce qu'on sait faire dans la filière hydroélectricité en termes d'économie circulaire. Un écosystème très riche, donc, qui est réuni à Grenoble en ce début octobre pour les 9e rencontres Business Hydro, organisées par Hydro 21, qui est un cluster qui rassemble les entreprises du secteur. Ces rencontres, elles explosent ces dernières années en succès. Je crois qu'il y a 175 exposants cette année. Oui, il y a 175 exposants, c'est-à-dire plus de 20% que l'année dernière. Et ce rythme de 20% par an est régulier depuis la création du salon. C'est la 9e édition cette année. Que la 9e édition, déjà 2000 visiteurs. Voilà, plus de 2000 visiteurs, plus de, on l'a dit, 170 exposants. Et le salon s'internationalise. On commence à avoir effectivement des exposants qui viennent d'un peu partout en Europe, de Suisse, de Hongrie, d'Italie, pour citer les 3 premiers pays qui me viennent à l'esprit. Voilà, pour nous, c'est vraiment un lieu d'échange, de solidarité aussi entre les acteurs de la filière hydro, parce qu'on a besoin de montrer combien cette filière elle est dynamique, combien elle est soudée, pour que, on le disait tout à l'heure, le fait que l'hydro est la première des énergies renouvelables soit un peu plus présent dans l'esprit de nos concitoyens. Oui, il faut y penser, et en particulier ici dans les Alpes. Bon, et puis lors de ces rencontres, moi j'ai été très très surpris d'y découvrir un village innovation, avec des startups notamment. Absolument, donc ça a été un des axes de travail du salon Business Hydro cette année, de bien mettre en évidence la corrélation entre... C'est pour ça que je parlais de dynamique de la filière et la manière dont on est capable de faire émerger un certain nombre de start-up qui sont des entreprises, souvent d'ailleurs du bassin du Grésivaudan ou du bassin grenoblois isérois, ou d'autres en France. Je pense à l'entreprise Watertrax par exemple qui a pu
qui a pu être présentée hier, qui a vraiment eu au départ une start-up qui est née, qui a grandi dans le Creuset, dans une pépinière initiée par la filière hydroélectrique et qui aujourd'hui est un des fleurons dans le monde de la manière dont on peut lutter contre le dépôt de sédiments au fond de nos ouvrages. Voilà. Alors une filière effectivement qui est dynamique, une filière qui va recruter parce qu'elle est face à des défis, notamment le défi de l'optimisation, de la modernisation des équipements. Oui, alors notre filière hydroélectrique, nos métiers, ils sont plus modernes chaque jour que la veille parce qu'on répond, on l'a dit tout à l'heure, à des enjeux sociétaux dans la transition énergétique, que ce soit au niveau de la gestion de l'eau ou de la production d'énergie renouvelable, stockable, évidemment, qui sont extrêmement modernes. Mais effectivement, pour asseoir la dimension durabilité de nos ouvrages, eh bien pour durer 50, 70, 100 ans, il faut régulièrement moderniser, investir dans nos ouvrages. C'est un véritable enjeu. C'est plus de 500 millions d'euros par an pour ce qui concerne seulement EDF, plus de 600, 700 millions d'euros pour la filière qui sont investis dans la modernisation, le développement aussi de nos ouvrages. On pourra chaque année en parler chaque année, avec d'ailleurs des retombées pour le bassin isérois qui sont de plus de 50 millions d'euros par an, juste pour le bassin alpin autour de Grenoble. Donc c'est effectivement un enjeu majeur et c'était le thème du salon Business Hydro cette année. Un salon durant lequel vous présentez le livre blanc, un ouvrage de référence, l'hydroélectricité, une énergie de territoire. Voilà une Bible qui est éditée chaque année du coup dans le cadre de ces rencontres. Vincent Rivière, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci pour votre témoignage et on vous laisse repartir à cette 9e rencontre Business Hydro-Alpes Expo. Asseoir le commerce en l'appuyant sur le développement des loisirs. C'est la stratégie du nouveau centre Nerpic qui a ouvert à Saint-Martin-d'Air. Pour mieux contrer la concurrence du e-commerce, il promet une nouvelle expérience client, proposant une offre qui allie 90 boutiques classiques, une vingtaine de restaurants et des équipements de sport ou d'animation. Un véritable lieu de vie pour lequel son promoteur Apsis a investi près de 200 millions d'euros. Reportage. Voilà. Et c'est parti! C'est enfin fini. Après près de 20 ans de lutte et d'attente, le centre commercial Nerpic ouvre ses portes. De quoi redynamiser le centre-ville de Saint-Martin-d'Air, car pour ses promoteurs et le maire de la ville, Nerpic, c'est plus qu'un simple centre commercial. Alors ça va apporter quelque chose qui était peu présent, à savoir l'animation, une animation de la ville, un centre-ville. C'était vraiment un manque à Saint-Martin-d'Air. On avait de la difficulté à trouver des animations de loisirs, notamment pour ce qui concerne les soirées et le dimanche. Et Nerpic, c'est vraiment la solution. Et encore une fois, je préfère la notion de pôle de vie à celle de centre commercial. Un pôle de vie regroupant 115 enseignes avec les classiques de l'habillement, plusieurs restaurants, mais aussi de nombreux espaces loisirs comme l'Action Game Fort Boyard. Vous pouvez faire votre propre parcours pour trouver toutes vos clés, comme l'émission. Si vous n'avez pas assez de clés, vous passerez en salle du jugement pour essayer de trouver une clé supplémentaire. Et après ça, vous passez du coup à la quête de vos indices. Et une fois que tout est fait, vous passez pour affronter les maîtres du temps en salle du conseil. Et ensuite, vous arrivez dans le salle du trésor. Nerpic propose aussi une salle de sport et d'escalade, mais surtout un espace de 10 000 m² dédié aux jeux avec plusieurs activités, comme notamment le bowling, le laser game qui est juste derrière sur 2 étages et toute la partie Kids Park. Donc ça va du toboggan aux obstacles, à la piscine à balles, au canon à balles. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ce centre, c'est également l'opportunité de se développer. L'entreprise locale de cosmétiques à base de noix Novem a sauté sur l'occasion. Nerpic fait craindre aux commerçants du centre-ville et de Grand Place une perte de clientèle. Face à cela, le directeur du centre se veut rassurant. On est très attaché à faire des projets qui sont en lien avec leur territoire, respectueux des équilibres du territoire. Aujourd'hui, Nerpic vient en complément de la ville, du commerce de la ville de Grenoble et des autres sites commerciaux de la métropole, puisque nous avons 60% des enseignes qui n'étaient pas présentes sur la métropole et qui viennent chez Nerpic. Alors que de nombreux experts appellent à plus de sobriété, ce nouveau temple de la consommation qui semble anachronique espère attirer 7 millions de visiteurs annuels d'ici 3 ans. Et on rappelle que le groupe Apsis qui porte ce projet gère 35 centres en France et en Pologne. Parmi ses réalisations emblématiques, on peut citer le centre Beaugrenelle à Paris, Muse à Metz, Style à Saint-Étienne. Son portefeuille d'actifs est valorisé à 2,2 milliards d'euros.
Vous le savez, Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpedécideurs@telegrenoble.net. Aujourd'hui, une question, François, qui est signée Floriane et qui veut avoir des détails sur l'origine des Jeux paralympiques. Oui, alors ce coup-ci, ce n'est pas une question économique, c'est une question d'histoire. Donc je me suis lancé dans le livre d'histoire, mais ce n'était pas très difficile parce qu'il y a beaucoup de littérature. Jeux paralympiques, ils ont été initié en 1948 à Stoke-Mandeville. Alors, c'est important de retenir ce nom parce que vous avez peut-être fait attention, le parcours de la flamme olympique, ça part de Grèce pour les Jeux classiques. Et pour les Jeux paralympiques, ça part d'Angleterre. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi. Et parce qu'à Stoke-Mandeville, il y avait un hôpital qui était destiné aux blessés de guerre. On est en 48, et notamment aux blessés médulaires, c'est-à-dire aux gens qui ont des problèmes de colonne vertébrale, et plus spécifiquement aux pilotes et aux anciens de la RAF, l'aviation anglaise. Et alors, de façon assez curieuse, on est en 48, le patron de cet hôpital, c'est un neurologue allemand qui travaillait à Londres en 48, qui s'appelait Ludwig Guttmann, et qui s'est rendu compte que fallait aussi occuper un peu ces blessés de guerre, et il a commencé à leur faire du sport adapté en fauteuil roulant. Donc il a commencé ça tranquillement, et puis petit à petit il a invité des hôpitaux d'autres pays à venir. Donc ils ont fait leur première compétition en 48, puis en 52, en 54 il y a eu les Jeux Olympiques de Londres, et donc ils ont travaillé dessus, et jusqu'en 1955. En 1955 il y avait 18 pays, un peu plus de 200 compétiteurs, tous en fauteuil roulant à l'origine. C'était le seul handicap qui a été traité par les Paralympiques. Et puis, il y a eu les Jeux Olympiques de Rome en 1960. Et là, ils ont décidé de délocaliser des Jeux qui s'appelaient les Jeux de Stoke-Mandeville à Rome. Donc, qui ont en fait été l'origine des premiers Jeux paralympiques. Puis ensuite, avec le temps, ça s'est ouvert à différents pays et différents types de handicaps pour arriver à ce qu'on a connu à Paris. Donc on part de cette histoire qui est finalement assez récente. Oui. Et à Paris, il y avait 4400 athlètes engagés, et il y avait 182 pays, ce qui est assez remarquable. Enfin, si vous avez vu la cérémonie d'ouverture, on a vu des pays, même quelquefois, qui nous ont interloqués sur notre connaissance géographique. Voilà. Et sur 20, il y a 22 sports dans les Jeux paralympiques. Donc l'origine, Stoke-Mandeville, et c'est pour ça que la flamme paralympique part d'Angleterre traditionnellement. Voilà pour un peu d'histoire, avec des images évidemment exceptionnelles, dont on se souviendra longtemps. Et une atmosphère exceptionnelle au bord des compétitions aussi. Merci beaucoup François pour cette page d'histoire. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert multicarte, vous avez vu, même un peu d'histoire, ça lui fait pas peur. Oui, là il faut m'interroger un petit peu à l'avance quand même. Ça Allez, se prépare. Écrivez à François, alpedécideurs@telegrenoble.net. Le marché de la sécurité en plein essor, marqué par des enjeux essentiels en matière de protection des biens, des personnes et bien sûr des données. La filière a connu une croissance de 5% en 2023, avec un chiffre d'affaires global de presque 11 milliards d'euros en France. Alors à Grenoble, ABC Sécurité en a fait sa spécialité et s'est imposé comme un des principaux acteurs du secteur, élargissant même son activité à l'accueil. On en parle avec deux invités, Gilles Cogérino, bonjour. Bonjour. Et Christophe Tartari, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement président associé du groupe ABC et responsable commercial de cette entreprise qu'on va découvrir ensemble. ABC, une société experte dans le secteur de la sûreté, de la sécurité, qui est assez récente. Oui, effectivement, nous avons créé la société en 2022, décembre 2022. Mais votre parcours est un peu plus ancien. Moi, j'ai 35 ans d'expérience dans la sécurité humaine et privée. Voilà, j'ai été directeur dans des grandes compagnies comme Securitas, Honnête Sécurité, ICTS sur la partie aéroportuaire à Bordeaux, toute la partie atlantique, tous les aéroports de la façade atlantique, il y a quelques années de cela. Là, je suis revenu sur ma terre d'attache à Grenoble depuis quelques années. Vous n'avez pas échoué ici par hasard. Non. Enfin, vous dites Grenoble, l'entreprise est basée à Cessan, dans un tout nouveau siège. Exactement. Un tout nouveau siège. Quelques chiffres pour présenter l'entreprise, c'est quoi? C'est 6 salariés, c'est ça? Alors, non, on est un peu plus. On est en CDI, nous sommes une quinzaine de CDI maintenant. Et après, en fonction des demandes, parce qu'on travaille beaucoup sur l'événementiel, la sécurité événementielle, on peut monter jusqu'à 300, 350 salariés. Justement, par rapport à l'événementiel, nous avons travaillé sur les championnats du monde de ski à Courchevel-Méribel en février 2023. La Coupe du monde de rugby également l'année dernière. Et récemment, les Jeux Olympiques.
où nous étions partie prenante sur les matchs de foot qui se sont déroulés à Saint-Étienne et à Lyon. Donc nous avons fait 17 matchs en 11 jours, avec une centaine de salariés sur chaque match à chaque fois. Donc effectivement, ça fait du monde à mettre sur le terrain. Énormément. Christophe, en fait, l'entreprise, on parle d'événementiel, là, elle a plusieurs activités. Complètement. Donc, il faut savoir qu'il y a le fleuron, et en tout cas ce qui est connu sur le bassin grenoblois, ça va être l'entité ABC Sécurité Grenoble sur la partie événementielle. Et on a également la partie incendie, donc dans tout ce qui est la sécurisation dans les ERP notamment. Également l'event, donc tout ce qui est accueil, hôtesse, hôte d'accueil, que ce soit en événementiel ou également en entreprise. Et dernière branche, ça va être le centre de formation, Format Protect, donc toutes les formations professionnelles réglementaires. Oui, parce qu'on est dans un secteur d'activité qui est effectivement très réglementé, qui nécessite d'être à la pointe dans ce domaine. Alors, complètement. Sur la partie sécurité, notre centre de formation forme les agents de sécurité qui ont besoin d'une carte professionnelle. Donc pendant 5 semaines de formation en centre. Et également sur les aspects réglementaires, secourisme, habilitation électrique et lutte incendie. Nous formons également des salariés d'autres entreprises qui viennent chez nous se former. Oui, vous êtes agréé Calliope. Calliope et SGS également. Alors votre métier, le sourire et quand même l'autorité parfois, le sens du contact et du service. On va découvrir votre métier, votre savoir-faire sur le terrain avec ce reportage. Les gestes sont déjà bien ancrés dans les habitudes, presque un rituel pour tout bon supporter qui, avant de déployer son écharpe, doit passer au peigne fin des agents de sécurité. On a l'habitude, à chaque fois qu'on vient, c'est toujours aussi fluide, c'est toujours sympa, l'ambiance est bonne, donc c'est parfait. Mais la patience et la confiance du public se méritent. ABC Sécurité en est bien consciente. La société pourtant toute jeune, créée en décembre 2022, est l'une des plus expérimentées en matière de protection des personnes et des biens. Ses fondateurs Gilles Cogerino, Faisal Yayaoui et Walid Baïssa ont uni leur savoir-faire après avoir exercé pendant des décennies sur le terrain événementiel. Nous sommes spécialisés dans la sécurité humaine des grands événements, tels les Jeux Olympiques, Championnat du monde de ski, les brûleurs de loups pour le coup, la patinoire, le foot, le GF38, mais aussi la sécurité industrielle, tertiaire et les chantiers. Bienvenue, je vous laisserai ouvrir les sacs s'il vous plaît, à mes collègues, merci. Ce soir-là, à la patinoire Pôle Sud, la jauge n'est pas au maximum et le public vient joyeusement fêter le retour en championnat des brûleurs de loups. Mais il faut gérer près de 4000 personnes. Les acteurs de l'événement soignent le dispositif au millimètre dans un contexte de sécurité renforcée. Nous sommes toujours sur le plan Vigipirate le plus élevé, dans le Vigipirate Attentat. Nous avons une vingtaine d'agents de sécurité pour ce match. Il y a différents postes. Contrôle sac, palpation de sécurité. Nous avons des agents de sécurité volantes qui tournent dans l'enceinte pour juguler le public en cas de débordement. Bon, sur le hockey, franchement, il y a très peu de débordements, c'est un public bon enfant. Et un public varié. Supporters, partenaires, VIP sont accompagnés avec le sourire par ABC Event, la branche de la société dédiée à l'accueil et au service. ABC Event, c'est une société d'événementiel où justement on met à disposition des hôtes, hôtesses, contrôleurs, serveurs aussi, on s'adapte à la demande du client. Et c'est très large. Un éventail large mais qui jamais ne déroge aux règles d'une entreprise locale. Le territoire, c'est le lien, la clé de voûte qui a ouvert l'horizon de Christophe Tartari. Attaquant puis défenseur, cette figure des brûleurs de loups change de poste et devient directeur commercial d'ABC. Au-delà déjà d'être grenoblois, né à Saint-Martin-d'Air, j'ai joué toute ma vie ici, quasiment 30 ans. Et c'est d'autant plus intéressant de voir l'envers du décor aujourd'hui et de pouvoir avoir cette double vision qui m'aide aussi commercialement finalement. Histoire aussi de faire rimer sécurité, respect et convivialité. ABC s'y est déjà employé. Quelles sont les plus grandes jauges que vous ayez eu à gérer en matière de sécurité ? Alors c'est sur les matchs de foot aux Jeux Olympiques notamment, et également à la Coupe du Monde de rugby, où sur Lyon c'est 60 000 personnes. Alors on n'est pas tout seul, on n'est pas la seule société sur les grands événements. Par contre sur les championnats du monde de ski à Miribel, on était la seule entreprise, effectivement là il y avait 20-30 000 personnes dans le public, c'était assez spectaculaire, en plein air en plus. Oui, puis à l'entrée, il faut que ça aille vite, généralement. Il faut que ça aille très vite, il faut que ça soit fluide. Au niveau de la palpation, alors, des fois, ça embête un peu
les gens, mais les spectateurs, mais il faut passer par là. On est sous Vigipirate, comme je le disais précédemment dans le reportage. Donc on essaye d'aller au plus vite pour fluidifier les entrées. Christophe, on le disait, une entreprise qui est relativement récente. Quels sont ses avantages concurrentiels? Le sur-mesure, j'ai cru comprendre. Hein. Complètement. Hein. On a entendu d'ailleurs la responsable Clémence Tamigui sur l'event qui le dit très bien. C'est l'adaptabilité et la disponibilité auprès du client. Et la possibilité d'un accompagnement à 360 degrés avec les différentes branches que la société a. Donc c'est là où c'est intéressant. Et d'avoir une proximité avec l'interlocuteur. Oui, un interlocuteur unique finalement qui répond à toutes les questions. Complètement. Et des décisionnaires en local qui sont capables d'agir rapidement durant la vie du contrat, d'ajuster typiquement sur la sécurisation dans le tertiaire notamment. Gilles, j'imagine que vos clients sont aussi très sensibles aux conseils là encore sur mesure, personnalisés, aux audits, aux diagnostics. Effectivement, c'est une partie de notre activité, l'audit, le diagnostic. Avec mon associé Faisal Yaoui qui lui est spécialisé dans les audits. C'est lui qui va auprès des clients pour les conseiller, notamment même sur les événements, les brûleurs de loups, le GF38. Il y a toujours un conseil au préalable avant l'événement. On le fait régulièrement, effectivement. Une entreprise toute récente, on le disait, un chiffre d'affaires de quoi? Déjà 2 millions d'euros. On va même être à 3 millions là. Ah oui. Ouais. Juste sur l'aspect sécurité, après sur la holding, c'est différent, mais sur l'aspect ABC Sécurité Grenoble, oui, on a... Je parlais d'un marché en pleine croissance. C'est en pleine croissance. Un bon exemple, après, effectivement. On se démène, c'est bien. C'est bien. Et l'arrivée de Christophe nous aide beaucoup. Oui, votre rôle, Christophe, là-dessus, c'est de donner un petit coup de booster au développement de l'entreprise, j'imagine. Trouver des nouveaux clients. Complètement, d'essayer de développer donc toute la partie industrielle aussi, où c'est une partie sur laquelle on communique moins. Hein. L'événementiel, on peut mettre en avant les différents partenaires qu'on a, mais un peu moins sur le tertiaire. Donc donc tout ce qui est les appels d'offres publics et privés, c'est une partie qu'on aimerait développer. Le gardiennage également, donc tout ce qui est les chantiers BTP, tout ça. C'est ça, il y a aussi cette activité de gardiennage, hein. Il n'y a pas que l'accueil public. Hein. Oui, complètement. En fait, il y a plusieurs branches, plusieurs métiers dans la sécurité. Hein. Donc il y a la ronde, le gardiennage, effectivement, en fonction des clients, on adapte le service. Bien sûr. Oui, j'allais vous poser la question des marchés émergents. Voilà, vous avez anticipé ma question. Il y en a d'autres que vous voyez poindre à l'horizon? Alors, il y a la cybersécurité. Alors, pour l'instant, on n'est pas encore partie prenante sur cet aspect-là. On y réfléchit. C'est une autre activité, c'est une autre branche, mais on y réfléchit effectivement. C'est l'avenir de toute façon. La technologie. Bien sûr. Voilà. Et Christophe Lucile le sous-entendait dans le reportage. Vous êtes un jeune retraité hockeyeur professionnel. Combien de matchs avec Grenoble? 800 matchs. Oui, passer les 800, officiel. Le joueur le plus fidèle au brûleur de loups. Hein. Je crois que vous avez fait quasiment toute votre carrière ici. C'est ça, j'ai joué 20 ans en professionnel à Grenoble, plus les années de formation dans les catégories mineures et amateurs. Donc oui, mais ça passe vite à la fois. Hein, mais enfin, vous êtes accroché au territoire. Complètement. C'est ce que j'entends. Voilà, effectivement, Faisal Yaoui, donc le co-dirigeant, je le connais depuis 25 ans, je dirais, et forcément le lien s'est fait naturellement, la confiance, la structure à échelle, fonctionnement à échelle humaine, c'est ce qui m'a attiré aussi, et je pense que c'était réciproque dans un fonctionnement une collaboration, une confiance et une envie de travailler ensemble. L'implantation sur le territoire, hein, j'imagine que ça aussi c'est un avantage concurrentiel. Hein. Alors, effectivement, sur le territoire grenoblois, on va dire sur la région, nous, on est très attachés à la marque grenobloise. Hein, on est grenoblois. Après, le bouche à oreille s'exporte facilement. Et on s'exporte, effectivement. On sait adapter nos prestations. Alors, on essaye d'être présent. On ne va jamais chercher une prestation sans pouvoir la suivre de près derrière, parce que ça déplairait forcément aux donneurs d'ordre. On essaye toujours d'avoir cette proximité et de conseil. Un secteur d'activité que nous souhaitions mettre en lumière ce mois-ci dans Alpes Décideurs, un secteur en plein développement, en pleine croissance. La sécurité, ce n'est pas un banquier que je veux dire que la sécurité est essentielle. Non, puis dans tous ces domaines, il y a le sujet cyber. Et puis, alors là, on est quand même dans la région, mais à Lyon, c'est les locaux qui ont été libérés par l'EM Lyon vont devenir un pôle de sécurité, un hub, mais de sécurité au sens très large, physique, cyber, santé, etc. Donc c'est aussi parce que la région a bien pris en compte l'importance de ces sujets-là, et puis très pragmatiquement, il ne peut pas y avoir de développement économique sans sécurité. Voilà. Donc c'est extrêmement important.
préoccupation stratégique et de plus en plus stratégique. Merci beaucoup, merci Gilles Cogérino, merci Christophe Tartari d'avoir été avec nous. Merci François Caudet, on se retrouve bien sûr le mois prochain. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur Internet, télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.